bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV diffusé sur Figaro TV. C'est déjà le dernier de la semaine et pour m'accompagner, le toujours frais Damien Canivez. Vous trouvez que je suis vraiment frais ? Vous êtes frais pour une rentrée, un vendredi, un dernier jour de semaine. Franchement, vous êtes frais. Et vous allez être gâtés, car on vous a évidemment gardé la cerise sur le gâteau avec le médecin le plus suivi de France sur Instagram, sur TikTok, devenu une figure incontournable de la santé dans les médias. Il prodigue chaque jour en télé, en radio et même dans des livres, figurez-vous, des conseils pour prendre soin de vous au quotidien, que ce soit sur RTL ou France 5 dans le magazine de la santé. Vous n'échapperez pas à ces consultations et je pense même que vous en redemanderez. Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Vous avez effectué votre rentrée sur RTL, sur France 5, ce sera dès lundi. Dans le Mag de la Santé, vous publiez également ce livre dont on parlera au cours de l'émission. Ça va beaucoup mieux. La première question que j'ai envie de vous poser au milieu de tout ça, et dans la présentation je l'ai vu, exercez-vous encore votre profession de médecin? Ah, ça intrigue beaucoup de monde. Bah, bien sûr, on se pose la question, on se demande si vous reste du temps. C'est vrai évidemment que j'ai de moins en moins de temps et j'exerce moins qu'avant. Moi, j'ai beaucoup travaillé la nuit, les jours fériés, en horaire décalé, et je continue d'exercer. Je prends mes gardes à SOS Médecins, moins qu'avant évidemment. Donc SOS Médecins. Ouais, c'est SOS Médecins depuis 2013. Donc pour rappeler aux gens, c'est les visites à domicile, surtout le soir. Et des points de consultation. On a les week-ends, quand il n'y a pas de médecin, en fait on a des points de consultation. Et donc vous pouvez me trouver par sur hasard. Paris, aux régions parisiennes. Paris, région parisienne. Donc quelqu'un appelle un soir, il y a un problème, il peut tomber sur vous. Exactement. Et c'est ce que j'aime parce qu'en fait, du coup, moi, je n'ai pas de cabinet où j'aurai un recrutement en se disant, tiens, je vais aller voir le docteur de la télé. Non, c'est vous avez besoin d'un médecin. Oui, c'est ça. Et vous avez besoin d'un médecin. Et puis, si c'est moi, tant mieux. Si c'est un autre docteur, ça ne changera pas grand-chose de quelque sorte. Après, je suis lucide sur le fait que la télé, la radio, c'est très bien, mais ça finira par s'arrêter. Et le jour où ça s'arrête, la médecine reprendra un peu plus. Donc, c'est un peu un équilibre. Avant, c'était 100% de médecine, là, c'est un petit peu moins, et puis on va rééquilibrer progressivement la balance. Et est-ce qu'il est possible qu'un jour, vous arriviez à 0% de médecine, que vous arrêtiez définitivement votre activité de médecin, en tout cas, que vous la mettiez entre parenthèses, de façon à la reprendre peut-être un peu plus tard, lorsque votre activité médiatique sera moins importante? En même temps, tous les jours, on me sollicite. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où, même si je n'exerce pas de façon conventionnelle dans un cabinet, j'ai pas quelqu'un qui me demande, tiens, au fait, j'ai... pas plus tard qu'hier, on me dit, c'est bizarre, j'ai des œdèmes au niveau des jambes, est-ce que je dois m'inquiéter? Et là, je dis, œdème, est-ce que vous avez pris du poids? Oui. Œdème plus prise de poids, c'est un signe d'insuffisance cardiaque. Allez voir votre médecin généraliste. Donc, j'ai pas pris de carte vitale. J'ai donné un conseil médical. On me demande toujours mille et une choses. Oui, arrive à 0% de médecine qui vous demande, non? Alors, il y a beaucoup de personnalités, mais aussi à la radio, il y a les techniciens, à la télé aussi, des gens dans la rue. Donc, 0% de médecine, c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Et puis, je reste médecin pour la vie. Et puis, je pense que... D'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin d'exercer un certain temps de profession pour garder son diplôme? Ou ces médecins, vous êtes à vie? Vous pouvez arrêter carrément 10 ans et revenir. Alors, il y a des formations qu'on doit faire chaque année. Ouais, d'accord, quand même. Je pense que j'ai jamais été un aussi bon médecin que depuis que je fais de la télé, parce qu'en fait, tous les jours, je suis en train de rechercher des thèmes d'actualité, qu'est-ce qui se fait de nouveau. Donc, donc vous êtes super au courant, en fait. Donc, finalement, le Jimmy Mohamed d'aujourd'hui connaît beaucoup plus de choses en médecine qu'il y a 10 ans. Donc, c'est un peu une chance, finalement, de faire de la télé et de la radio et de vulgariser la médecine. Du coup, avant-hier, dans la conférence de rentrée RTL, quand Alex Vizorek et Philippe Carveillard vous ont dit que vous étiez un désert médical à vous tout seul, vous n'aviez pas consulté depuis 10 ans, ça vous a fait rire, j'imagine. Oui, c'est de bonne guerre. Ils sont très drôles. On les voit tous les deux, là. Ils étaient très, très bons. Ils sont taquins. Voilà, le jour... Tout RTL en a pris pour son grade, vous n'étiez pas le seul. Exactement. Et je m'en souviendrai le jour où ils me demanderont un conseil médical. C'est ça. Je dis, non, je ne consulte plus depuis 10 ans. C'est ce que vous croyez. C'est moi tranquille. On va poursuivre cet entretien dans un instant avec vous, Jimmy. On évoquera cette rentrée chargée. On l'a dit, ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Et on démarre ces news médias, Damien, avec le retour de Mathieu Delormeau. C'était hier dans Tout Beau Tout Neuf. Oui, l'ancien chroniqueur était apparu de façon très furtive en toute fin d'émission lors du premier numéro de Tout Beau Tout Neuf sur W9. Et ce jeudi, dans ce nouveau talk-show animé par Cyril Hanouna, Mathieu Delormeau est revenu de façon beaucoup plus longue sur les démons qu'il a combattus ces dernières années et qui continuent de hanter son quotidien. Il raconte qu'à son départ de Touche pas à mon poste il y a 2 ans, malgré un certain succès populaire, toutes les chaînes lui ont claqué la porte au nez. Aucun contrat, aucun projet en tant qu'animateur et chroniqueur. Sa société de production, à ce moment-là, elle plonge. Il essuie des pertes considérables. Et Mathieu Delormeau sombre dans une forme de dépression et choisit de voguer vers des paradis artificiels en consommant de la cocaïne. Alors, c'est une drogue dure dont il dénonce les ravages. Une fois que tu es addict, c'est la pire chose du monde. Sans le produit, je ne pouvais même pas ouvrir un texto. Quand tu veux t'arrêter, tout seul, tu as envie de mourir. Le cerveau te donne des coups de poing dans la gueule. Voilà ce qu'il a déclaré sur le plateau. Alors aujourd'hui, Mathieu Delormeau l'affirme, il reste malade. C'est
c'est une maladie qui reste endormie grâce à un traitement qu'il prend encore actuellement. Et des cures de désintox, je crois qu'il en a fait 2, hein, c'est exactement. ça. En tant que médecin, le regard que vous portez sur ces drogues, Mathieu Delormeau a alerté hier sur un sujet très important, le fléau chez les jeunes. Il expliquait qu'en cure de désintox, il n'avait jamais vu autant de jeunes, 18, 19, 20 ans. Il y a une vraie recrudescence sur ces drogues actuellement. On a un problème d'addiction en France. Quand on regarde, on a 12 millions de fumeurs. Le tabac est une addiction. Bien sûr. Une addiction qui tue. On a 7% des Français qui consomment de l'alcool tous les jours. Et il y a 2 ou 3 ans, on estimait qu'1 million de Français avaient consommé au moins une fois de la cocaïne au cours de l'année. On est un des pays qui consomme le plus de cannabis au monde. Et puis on parle régulièrement de nouvelles drogues, des drogues de synthèse, le protoxyde d'azote chez les jeunes. C'est-à-dire qu'on a un problème très très large et que ça ne se limite pas à la cocaïne, qui est une drogue qu'on considère dure, et qu'on mettrait en opposition avec des drogues un peu plus douces. Une drogue est une drogue, point. Maintenant la question c'est, chez qui ça survient? Vous avez dit, il a choisi de voguer vers. En fait, on ne choisit pas d'être addict. On est malade et en fait, il faut considérer ces personnes comme des personnes qu'on doit aider, pas comme des personnes faibles, qui manquent de volonté, des délinquants. Sauf que l'aide qu'on a en France, elle est catastrophique. Si vous avez besoin d'un accompagnement psychologique et d'être suivi, vous allez attendre 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, vous continuez de sombrer. Donc, quand on a les moyens de se soigner, c'est toujours un peu plus simple. Mais il ne faut pas oublier qu'une personne addicte est une personne malade et que ce n'est pas une histoire de dépendance et de volonté. Donc j'ai beaucoup de peine pour Mathieu Delormeau. J'espère qu'il va aller mieux, qu'il va remonter la pente, comme tous ceux qui souffrent malheureusement d'addiction. Et on espère en tout cas le revoir prochainement sur W9. On continue ces infos médias avec l'arrivée avortée de Pierre Lescure sur Sud Radio. Oui, celui qui a participé à la création de Canal+, avait prévu de rejoindre la station afin de débattre avec Maud Koffler. Alors c'est une journaliste de 30 ans qui est passée par des médias ancrés à droite, tels que Frontières, Boulevard Voltaire, sauf que ce face-à-face générationnel n'aura jamais lieu en raison des critiques assez virulentes qui ont été émises à la suite du communiqué de Sud Radio qui a indiqué qu'il allait rejoindre la station. Des propos que Pierre Lescure qualifie même d'outranciers qui l'ont conduit à renoncer à ce projet. Il reconnaît que le public l'attend davantage sur la musique, sur la culture, sur le cinéma également. C'est vrai que c'est son corps de métier depuis bien des années, plus en tout cas que le débat d'idées. Et si Sud Radio reconnaît dans un communiqué respecter pleinement son choix, eh bien la direction dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Absolument. Est-ce que vous ne trouvez pas que de plus en plus aujourd'hui, le diktat des réseaux sociaux, là on annonce que Pierre Lescure arrive, qu'il va faire un débat avec quelqu'un qui est opposé à lui, hein, évidemment, Pierre Lescure est plutôt centre-gauche, une personne de droite, et immédiatement les réseaux sociaux mettent fin à ça, c'est-à-dire qu'à la fois la direction de la chaîne et Pierre Lescure disent non, il y a trop de ramenants, on ne peut pas y aller. C'est terrible de voir ça, on a l'impression que les réseaux sociaux imposent maintenant des choses... Je pense qu'il y a trop de débats en France. Vous pensez que c'est déjà saturé? Le problème, c'est les débats. On donne la parole à des gens qui n'ont aucune légitimité, qui ont un avis sur tout. D'ailleurs, moi, j'en ai fait partie à une époque. Aux grandes gueules. Des émissions de débat. Sur RMC, absolument. Mais j'avais pas de légitimité pour. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté en me disant, mais je suis médecin. Sauf que, donc, on donne la parole aujourd'hui à des gens qui n'ont aucun crédit, pas plus que mon boulanger, mon plombier, ou même moi, en réalité. Pour vous, les grandes gueules n'avaient pas de crédit? Parce que justement, marché à être chaud, c'est ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire ouvrir la société civile des agriculteurs, des médecins comme vous. Il y avait Charles Consigny, un avocat. Mais je pense qu'on n'est pas légitime pour donner son avis. Moi, je n'ai pas de légitimité pour parler d'économie, de société. Je vais vous donner mon avis en tant que personne, mais il n'est pas plus pertinent que le vôtre. Sauf que désormais, ces gens-là, on leur donne un micro, ils peuvent parler à des millions de personnes et on pense que c'est ce qui se passe en France. Je pense qu'on ne fait pas évoluer les mentalités avec les débats, on fait évoluer les mentalités en donnant l'exemple, en se comportant correctement, et que les débats, à mon avis, ils polluent un peu plus qu'ils n'apportent. À la fin de la journée, à la fin d'une émission, quand vous avez vu une émission de débat, est-ce que votre opinion a changé? Je ne suis pas certain qu'elle change. Vous êtes soit énervé car la personne a dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, soit vous êtes très content. Mais est-ce que votre opinion, elle change? Je pense pas. Je pense que ça dépend si la personne est convaincante, en tout cas, si elle a une forme d'éloquence, même si elle n'a pas d'expertise. Si elle est éloquente, on va peut-être. Le défi, c'est qu'on part déjà avec son a priori et qu'on se le renforce. C'est ça. On est séduit par le discours. Donc, il peut y avoir des débats politiques. Il y en a beaucoup, et ça peut être intéressant parce que ça fait avancer la société. Mais les débats du quotidien, je pense qu'il y en a un peu trop. Donc, voilà. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Bon, en tout cas, celui avec Pierre Lescure, il n'aura pas lieu sur Sud Radio. Non. On termine ces infos médias. Damien, le chiffre du jour, 5,2 millions. Oui, alors c'est pas mon salaire. J'aimerais bien, c'est en millions le nombre de téléspectateurs. Je vous le confirme. Et c'est pas demain la veille encore. J'aimerais bien, je postule là aussi. 100 millions de nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant l'épisode de HPI diffusé hier en première partie de soirée sur TF1. C'est évidemment énorme. C'est un score que l'on a l'habitude de voir. C'est la dernière saison, on le rappelle, qui a commencé là, c'est fini. Exactement. Il n'y aura que 4 épisodes qui seront diffusés. Là, c'était le premier épisode de cette salle. Ça représente 42,5
5% sur la cible de la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Vous vous rendez compte, c'est un score qu'on entend malheureusement plus aujourd'hui en télévision. Jackpot pub, en fait, vous faites claque et puis... Et preuve que cette série fonctionne toujours, c'est un score qui est parfaitement stable par rapport à l'épisode qui a été diffusé en juin dernier sur la même chaîne. Alors, je ne vais pas vous demander votre avis sur HPI, mais c'est vrai que c'est une bonne série, c'est la série française qui cartonne le plus de ces 10 dernières années, mais il y a des fantasmes autour du HPI. On a l'impression que HPI, depuis cette série, est devenu une mode, et que tous les enfants ou ados un peu difficiles, un peu compliqués, qui sont venus à l'école, tout d'un coup sont HPI. Est-ce que vous l'avez remarqué, vous aussi? C'est vrai qu'il y a une tendance. Alors, il y a peut-être... c'est médical déjà, HPI ou pas? C'est une définition médicale. Le haut potentiel, c'est défini par un QI qui se trouve dans les 5% les plus élevés de la population, en fonction de votre tranche d'âge. Donc, si votre QI, votre quotient intellectuel et dans les 5% les plus élevés, vous êtes considéré comme haut potentiel intellectuel. Je pense qu'à une époque, on ne faisait pas de tests, donc on ne savait pas exactement. Maintenant, on fait des tests, on en fait peut-être un peu trop, et surtout, les tests ne sont pas toujours standardisés. Ça veut dire que si on fait 2 tests, on peut avoir 2 résultats différents, ce qui peut conduire peut-être à une surévaluation des hauts potentiels. Maintenant, quand vous êtes au potentiel, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes en réussite scolaire, ça ne veut pas dire que vous allez réussir votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont au potentiel et qui ont, je ne vais pas dire raté l'école, mais qui sont en échec scolaire. Donc attention aux fantasmes. Le quotient intellectuel ne veut pas dire l'intelligence et ne veut pas dire la réussite scolaire. C'est la même chose pour les enfants qui sont TDAH. On dit qu'il y a une mode des TDAH. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mode. Je pense que désormais, on pose des diagnostics sur les enfants qui sont hyperactifs et que non, ce n'est pas des enfants qui sont forcément mal élevés, comme on aime bien le dire. Absolument. Donc Damien, votre fille, quand elle renverse les assiettes chez vous, elle n'est pas HPI. Mais par contre, j'aime bien quand vous regardez comme ça quand vous parlez HPI. Ça me gêne un peu. C'est terminé pour les news médias. C'est fini, Il y en aura d'autres dès lundi, bien sûr. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec le docteur Jimmy Mohamed. On parlait des enfants à l'instant. Avant qu'on débute et qu'on parle de cette rentrée, moi d'abord, première chose, je voulais prendre de vos nouvelles. Ce matin, je pars de chez moi, je dis à mes enfants, je vais voir Jimmy Mohamed, et mes enfants me disent, demande-lui comment il va. Parce qu'ils ont vu Fort Boyard cet été, et comme vous, ils ont vu votre chute dans l'épreuve de horlogerie. Ils ont vu cette chute terrible, double fracture de la cheville, opération convalescente. Comment ça va aujourd'hui, Jimmy ? Ça va mieux. C'est long la cheville. C'est long, j'ai été immobilisé 2 mois, j'ai été opéré. Je n'ai pas tout récupéré. Vous tourniez quand en mai, c'est ça, juin ? C'était en mai, exactement. Je ne peux toujours pas courir, donc c'est quand même long. Donc je peux marcher, c'est déjà bien. Je me réveille sans douleur le matin. Mais ça m'a fait dire que peut-être j'ai fait un peu trop de choses l'année dernière, que j'ai peut-être un peu tiré sur la corde et qu'il va falloir ménager ma monture. Et peut-être. C'était un signe de. Peut-être. Alors, il y a eu beaucoup de choses, un accident, et j'aurais pu aussi me blesser en venant ici, en brossant les dents. Mais peut-être qu'il est temps déjà là pour moi de lever un peu le pied. Et vous pourrez recourir un jour quand même, enfin, c'est pas définitif, rassurez-nous. Sans douleur, je ne sais pas encore, parce que j'ai vraiment des ligaments qui sont très abîmés, et un ligament ne repousse jamais. On peut opérer un os, c'est-à-dire qu'on va le réparer, mais le ligament qui est abîmé, je ne sais pas s'il va... on verra, le temps le dira. D'où le fait de profiter d'être en bonne santé. C'est aussi ça la leçon. Et c'est le plus important, évidemment. Alors, on va démarrer cette rentrée chargée par ce qui arrive là, tout de suite, dès lundi. C'est le Mac de la Santé qui sera de retour à 13h35 sur France 5, toujours accompagné d'Emma Strack et Rim Benhammer, avec vos chroniqueurs spécialistes, vos invités. Cette nouvelle saison qui commence, moi j'ai envie de vous demander quoi de neuf, docteur, tout simplement. Alors déjà, on consolide un succès. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était la première année où les audiences du Mac de la Santé ont progressé. Absolument. On a gagné environ 10% d'audience par rapport à l'année d'avant. Beaucoup la saison, parce que ça avait démarré difficilement et vous avez... Donc ça veut dire qu'on a réussi à se renouveler. C'est un programme qui a, je crois, 25, 26, 27 ans. Donc c'est la 28e année. En télé, c'est rare. Et en plus, dans la conjoncture actuelle, on supprime plutôt des émissions. C'est plutôt une chance. Donc on va consolider ce qu'on a. On a des nouvelles recrues qui viennent. On a des humoristes, Donnell Jackman, Laura Demange, qui viendront nous faire un billet d'humeur tous les vendredis. Qui était dans Incroyable Talent, Donnell Jackman. Exactement, qui est très très drôle et qui est très pertinent. Et donc ils nous parleront de santé à leur manière. Et puis on a... toujours l'humeur, quoi. Oui, exactement. Des experts qui nous parleront de fake news. Est-ce que l'ostéopathie chez les enfants, ça sert à quelque chose ? Si je fais une cure de jeûne, est-ce que c'est validé ? On aura un médecin urgentiste qui vient aussi et qui viendra nous expliquer si un jour vous tombez dans la forêt et que vous cassez le bras, comment immobiliser votre bras avec 3 fois rien. Les gestes d'urgence, un peu en situation de survie, exactement. C'est un médecin qui a fait des expéditions dans le pôle Nord, il part 6 mois en expédition, donc il viendra nous donner un peu ses conseils. On a aussi une psychologue qui nous rejoint, parce qu'on voit que la santé mentale, c'est assez compliqué. Psychologue, psychiatre, psychothérapie, c'est toujours très opaque. Donc voilà, on a des nouvelles recrues et puis on consolide ce qu'on a et on espère toujours progresser, c'est l'objectif. Est-ce que vous allez recevoir des invités également lors de ce rendez-vous ? Oui, on a tous les jours un invité d'actualité et c'est des gens qui font l'actualité médicale au sens large.
S'il y a un sportif de haut niveau qui a accompli quelque chose d'incroyable, on sera en mesure de l'inviter. Si on a un chercheur qui a une super bonne nouvelle à nous annoncer, on aura cette invité. Donc, on est une quotidienne, en direct. Donc, c'est beaucoup de travail, mais ça permet justement tous les jours de se renouveler. Mais vous le faites aussi avec des invités hors actualité. J'ai eu, par exemple, que vous aviez reçu Maxime Chatham dans l'une des dernières pour son roman. Oui, et à ce moment-là, il parle de santé. C'est facile de les faire parler de santé, les invités Alors, il y a toujours un rapport à la santé. On a tous quelque chose à dire autour de la santé. Oui. Et parfois, quand on a un invité, il vient, même un humoriste, un acteur, et puis à un moment, il nous dit « Ah bah oui, je fais attention à ce que je mange, je fais de l'activité physique, je fumais, j'ai arrêté, j'ai pris du poids ». On a tous quelque chose à raconter autour de la santé. Et c'est vrai qu'on est content d'élargir un peu notre palette. Et effectivement, on a des écrivains. Donc, il y a aussi, on est sur un public français qui aime lire. Donc, un écrivain peut aussi parler de santé, on peut l'interroger sur la santé, c'est plutôt cool. Alors Nicolas l'a rappelé, c'est vrai que les audiences du Mac de la Santé sont très bonnes, mais à un moment donné, on a cru que cette émission allait disparaître. On a entendu partout des bruits de couloir selon lesquels, effectivement, cette émission allait vraiment disparaître. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est encore aujourd'hui à la télévision, finalement? France Télévisions s'est dit que quand même, avoir une émission de santé sur le service public, c'était pas trop mal. Il y a un peu de tout. Il y avait vraiment un ras-le-bol des milieux associatifs de se dire, c'est pas possible, on a une émission du service public qui parle des patients, des malades, on ne peut pas la supprimer. Les médecins, la communauté médicale étaient opposés à la suppression du Mac de la Santé. Il y a eu un vrai engouement, un vrai soutien. Il y a eu évidemment des discussions, France Télévisions, les boîtes de production. Donc, à mon avis, c'est la somme de plein de petites choses qui ont permis au magazine d'avoir 1 an, puis 2 ans de plus, et puis je l'espère encore 5, 10, 15 ans. J'espère que le magazine de la santé ne disparaîtra jamais. Parce qu'il n'y aura plus d'émissions autour de la santé à la télévision. C'est quand même, je crois, à ma connaissance, c'est la seule émission de santé pure. Il y a des émissions un peu de bien-être, Bel et Bien sur France 2. Oui, mais la santé pure en tant que telle qu'on l'a fait, il n'y a que le magazine de la santé. Ça fait plus de 25 ans que ça existe. Et la rédaction, c'est des journalistes santé. Tout le monde parle de santé, mais pas toujours avec une bonne légitimité. Et ça, au magazine de la santé, on sait le faire. Tous les jours, 1 heure de quotidienne que pour la santé, c'est un peu exceptionnel. On a un ovni du PAF, on espère le rester le plus longtemps possible. Et je me posais la question, Jimmy, comment l'émission justement est perçue depuis toutes ces années par le milieu médical? Moi, à l'époque, Michel Simès, il y a 10 ans, nous avait dit, elle est très très bien perçue. Elle est très bien accueillie, parce que nous, on parle de médecine. Et on parle que de choses qui sont validées par la science. Donc quand on vous dit quelque chose d'une information, elle est vraie. Donc les médecins disent, ah, l'émission est sérieuse, il y a un crédit. On donne la parole aux soignants, on va dans les blocs opératoires, on va les filmer, on va voir des malades. Donc je pense qu'on représente bien la santé, la communauté médicale. Et quand on est étudiant, on a tous regardé le magazine de la santé. Moi, j'ai commencé comme ça à regarder en tant qu'étudiant. Donc voilà, ça continue, on continue de bénéficier d'une aura assez puissante. Moi, j'ai regardé Grey's Anatomy, c'est pour ça que j'ai eu mon diplôme de médecine. Ouais, effectivement, c'est assez sommaire comme formation. De radio, Damien. On va parler un peu de radio, parce que vous faites partie également de la matinale d'RTL, chaque jour à 8h45, pour votre rubrique « Ça va beaucoup mieux ». Alors, pour les rares qui ne l'ont pas encore écouté, on y trouve quoi exactement? C'est une chronique qui repose sur l'actualité ou bien sur des conseils santé que vous pourriez donner autant en février qu'au mois de juin? Oui, c'est santé bien-être. C'est-à-dire qu'au moment de la rentrée, évidemment, on va parler du poids du cartable, de comment améliorer son sommeil, est-ce qu'il faut faire du sport. Mais si l'actualité n'est pas au rendez-vous, on peut aussi se dire, bah tiens, j'ai un auditeur qui nous pose cette question, je veux perdre du poids, comment je fais? Donc c'est de la santé et du bien-être. Quand on dit bien-être, on va parler d'alimentation. Donc hier, je parlais des boissons énergisantes, on parlait des Red Bull, Monster. En Royaume-Uni, ils veulent interdire ces boissons pour les moins de 16 ans. Donc la question, c'est fallait-il aussi l'interdire en France? Donc il y a un peu... Vous avez parlé du sommeil à la rentrée, là, notamment. Exactement. Donc c'est de la santé et du bien-être au sens large. L'idée, c'est de ne pas être anxiogène, parce que moi, je passe à 8h45. Les gens, ils sont en train de prendre le petit-déj, dans la voiture, ou d'arriver au bureau. Ils ont envie d'avoir un conseil. Et pas que je leur fasse la morale. Voilà. Donc mon objectif, c'est qu'à la fin, au bout de ces 3 minutes que j'ai, 3 minutes, c'est court, ça va très vite, c'est d'avoir un message simple, pas travesti dans le sens où il a fait des raccourcis, mais je veux qu'on retienne une information médicale. Ça reste peut-être anxiogène pour la personne qui est en train de boire sa canette de boisson énergisante au moment où vous êtes en train de dire qu'il va mourir dans 5 minutes. Quoi. Alors c'est vrai que ça dure 3 minutes, mais pour tous les auditeurs qui veulent plus, il y a la version longue, le samedi matin avec Flavie Flamand, entre 9h et 10h sur RTL. Là, vous prenez plus de temps, vous donnez la parole aux auditeurs. Également, cette émission fait vraiment du bien. Je l'ai déjà écoutée le samedi matin, elle est vraiment top. Et votre duo avec Flavie fonctionne très bien. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Il y aura des changements, des évolutions? Vous avez un peu changé d'horaire déjà? C'est 3e saison avec Flavie Flamand, ça se passe très bien. Flavie est très très intelligente, elle est très très douée et je pense que... Et elle vous adore, hein. Ouais, ça se passe elle a dit que vous lui avez donné plein de conseils. Et elle est très intelligente, Flavie Flamand, et elle connaît beaucoup de choses et elle a ce truc d'animatrice. Vraiment, c'est un plaisir.
Et l'émission est hyper cool. Et je le fais parce que ça se passe très bien avec elle. Franchement, la semaine, elle est hyper chargée. Rajouter une charge de travail supplémentaire, honnêtement, je le fais seulement parce que c'est super sympa. Cette année, ce qui va changer, c'est qu'à la fin de l'émission... Et les contacts avec les auditeurs aussi, qui est très important. À la fin, justement, on a un quiz avec des auditeurs en fait, qui nous appellent et je leur pose des questions. Flavie pose des questions que j'ai élaborées. C'est un vrai faux de la santé. Si je vous dis, par exemple, que l'os le plus long du corps humain, c'est le fémur... Ah, c'est vrai. Ouais, voilà, très facile. C'était trop facile. Je n'aurai d'autres plus compliqué. Et à la fin, ils gagnent un petit cadeau si jamais ils ont 3 bonnes réponses. Donc, il y a du jeu en matière de santé. Et puis après, on va renouveler un peu les invités, mais globalement, on prend la même structure. On a, je crois, c'est un peu plus d'1 500 000 auditeurs sur cette tranche, un samedi matin. Donc on est très écoutés. Voilà, c'est une émission santé-bien-être, mais du sérieux et aussi de la bonne humeur, parce que voilà, on forme un duo qui marche bien. Alors les auditeurs, on en avait 2 avec nous hier, qui vous écoutent tout le temps. Leur nom, Perrine Storm et Dominique Tenza, figurez-vous, ce sont les matinaliers, le duo matinalier de BFM TV. Ils avaient plutôt 2 questions même à vous poser dans cette rentrée. Je vous propose de les écouter, Jimmy, et d'y répondre juste après. Bonjour Jimmy, moi j'ai une question qui concerne les matinaliers, mais qui concerne tout le monde en fait. Est-ce que vous auriez des petits tips pour nous aider à nous endormir le soir ? Et moi, docteur, j'ai commencé la mélatonine il y a quelques jours. J'aime bien, ça m'aide à dormir. Je voulais savoir s'il y avait un risque de devenir accro ou si c'était sans risque. Très intéressant. Le sommeil, c'est vrai qu'ils mettent le réveil vers 1h, 1h30 du matin. Alors les matinaliers, ceux qui se réveillent très tôt, s'ils veulent bien dormir, il faut changer de métier. D'accord, c'est bien notre solution. La matinale, c'est une torture pour l'organisme. Regardez des animateurs, présentateurs qui font des matinales, on les voit prendre du poids. Parce que finalement, la nuit, lorsqu'on ne dort pas, on a plus faim, on est plus stressé. Donc, compliqué de se coucher à 20h, 19h. C'est quasiment impossible d'être en total décalage horaire avec les gens. Donc, c'est vraiment un rythme de vie extrêmement difficile. Donc, en clair, si on veut essayer de s'endormir, il a parlé de mélatonine, ça peut être intéressant. La mélatonine, c'est ce qui favorise l'endormissement. Vous êtes en train de cogiter dans votre lit, vous dites « tiens, j'arrive pas à dormir », la mélatonine va peut-être raccourcir le délai d'endormissement. Mais ce n'est pas un médicament magique. Si vous voulez, il y a le risque d'être accro, comme demandait Dominique Tenza, ou pas? Non, pas de risque d'addiction. Contrairement aux somnifères et anxiolytiques, la seule chose, c'est que si on veut bien dormir le soir, il faut avoir été actif le matin. Alors, faire un peu de sport, bien manger, être détendu. Et souvent, quand on a du mal à dormir le soir, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la journée pour laquelle on n'a pas été très satisfait. Un conflit, on est stressé. Donc, il faut peut-être régler les conflits de la journée pour bien dormir le soir, mais pas de risque d'addiction avec la mélatonine. Alors c'est vrai, Jimmy, vous êtes l'un des médecins les plus populaires de France. Vous avez succédé à la fois à la radio et à la télévision à Michel Simès, que ce soit sur RTL ou dans le magazine de la santé. Est-ce que vous aimeriez également lui succéder dans le cœur des Français? Je vous pose cette question parce que Michel Simès a été élu à de nombreuses reprises animateur préféré des Français. Dans le grand sondage, effectivement, Figaro TV. Voilà, exactement, très bon sondage. Est-ce que vous aimeriez justement lui succéder aussi dans le cœur des téléspectateurs et des auditeurs? Oh, je pense que dans le cœur des Français, il y a beaucoup de place. On peut aimer et Michel Simès et Jimmy Mohamed. C'est une photo de Michel Simès d'il y a 30 ans à peu près. C'est vrai. Voilà, maintenant, il a un peu changé. C'est vrai que Michel Simès a été le premier avec Marina Caradanco à vulgariser la médecine. Et quand on est premier, c'est à jamais les premiers. C'est comme les Marseillais. C'est ça, à jamais les premiers. Les Parisiens, on a eu une coupe. C'est étonnant de vous entendre dire ça. Oui. Non, mais c'est pour dire que globalement, Michel Simès et Marina ont été les premiers à vulgariser la médecine. Je pense qu'on n'oubliera jamais Michel Simès, quel qu'il soit. Et avec humour d'ailleurs, ce que vous continuez quand même. Avec ce côté sympathique. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour Michel Simès et je ne cherche pas à le remplacer dans le cœur des Français. Le cœur est suffisamment gros pour qu'on y ait une petite place chacun. Ça sera dans le ventricule droit quand lui sera dans le ventricule gauche. C'est ça. Ça viendra peut-être tout seul. Alors évidemment, Michel Simès, nous en parlez souvent également de cette popularité. Elle est à double tranchant, notamment quand vous êtes médecin, à cause de la crédibilité qui accompagne votre métier et qui vous force à faire moins de bêtises, notamment qu'un peut faire un animateur télé. Vous êtes d'accord avec ça? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en tant que médecin, on n'est pas dans un débat d'actualité. C'est-à-dire que quand je donne une information médicale, elle a une conséquence pour les patients, alors que quand vous dites une bêtise à la télé, elle est balayée par une autre le lendemain. Donc j'ai une vraie responsabilité et je fais attention à ce que je dis. Le Covid a servi de leçon pour beaucoup. Michel Simès nous parlait de ça, son fameux grippette du Covid. Il dit qu'il l'a longtemps traîné et que ça a été difficile. Que Michel Simès n'a jamais dit grippette. On est d'accord, bien sûr, c'est ce qu'il expliquait. On a beaucoup repris des termes qui lui étaient attribués à tort. C'est ce qu'il expliquait, mais il en a souffert longtemps et il nous le disait. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention entre, tiens, on a de la popularité, on a du crédit, mais en même temps, on peut aussi très vite se brûler les ailes. Et le Covid, moi, m'a un peu servi de leçon de me dire, il faut un peu prendre du recul, c'était une période un peu extraordinaire, soyons vigilants, mais effectivement, ça double tranchant. Et je pense que c'est encore plus difficile en tant que médecin. On pardonnera moins
une boulette médicale qu'une bêtise entendue à la télé, comme on peut l'entendre tous les jours. La radio, la télévision, il faut qu'on parle du livre aussi. Oui, un petit mot quand même sur le livre. Ça s'appelle « Ça va beaucoup mieux sans règle d'or pour être en bonne santé ». C'est aux éditions d'M6. Alors, moi, je voulais savoir un petit peu ce qu'on y trouvait, Jimmy. Est-ce que c'est en gros les chroniques que vous faites de 3 minutes chez Thomas Soto approfondies? C'est un petit peu la base? 100 conseils santé et bien-être, c'est-à-dire qu'on va parler d'alimentation, de sport, de prévention, de maladies, de bobologie, les enfants, les adultes. Et donc, c'est un peu une forme de Bible où vous avez plein de conseils, pêle-mêle, pour essayer de prendre soin de votre santé, vivre longtemps et en bonne santé, sans trop culpabiliser. Par exemple, comment se débarrasser des poux, Damien, facilement, voilà. C'est la rentrée. C'est pour vous, je sais que vous en avez. Moi, j'ai plus ce problème. C'est pour vous. Mais c'est la santé et du bien-être au quotidien, avec absolument. Un format que j'avais jamais fait. Parents, enfants, il y en a pour tout le monde. Exactement, voilà, j'ai pris plaisir à l'écrire et c'est assez didactique. En 1 ou 2 pages, vous avez une information fiable, validée avec... À chaque fois, l'idée, c'est d'avoir un conseil que vous pouvez retenir. C'est que des conseils, effectivement. Donnez-moi un conseil, là, comme ça, Jimmy. Là. En rentrée. À la rentrée, c'est quoi le conseil principal? Alors, c'est vrai que... C'est dormir, surtout, c'est prendre bien dormir, bien manger, mais il y a le bien bouger, on est trop sédentaire. Et il y a un truc tout simple, c'est combien de pages je dois faire par jour pour être en bonne santé? On entend 10 000. 10 000, c'est décourageant. À partir de 2500, on a un bénéfice. Donc c'est déjà pas mal, 2500, alors qu'on se dit c'est nul, alors que c'est très bien. Si vous passez de 2500 à 3500 cette année, c'est super, vous aurez énormément progressé. Donc essayez cette année de marcher un peu plus. Et le nombre de pas optimal pour vivre longtemps et en bonne santé, c'est 7000. À partir de 7000 pas par jour, vous diminuez de 50% le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire, d'un cancer ou de n'importe quelle maladie. 7000 pas, 50% de mortalité en moins. 7000 pas qu'il faut faire tous les jours. C'est à notre portée de basket en quelque sorte. Il faut juste marcher, c'est tout simple. Et avoir des bonnes chaussures. Juste une petite dernière question, puisqu'on parlait de Michel Simès, vous avez suivi ses traces à la radio, à la télé, même dans les livres, parce qu'il en a écrit. Quand est-ce que vous devenez comédien, Jimmy? Michel est comédien maintenant, voilà. Oui. Est-ce que c'est prévu ou pas? Non, j'ai ni le talent, ni les compétences, ni l'envie, et j'ai pas envie de me disperser. Michel Simès, il a tout réussi et tout fait. Donc à partir du moment où il a tout fait et tout réussi, je comprends qu'il veuille aller vers un nouveau challenge. Moi j'ai encore beaucoup de choses à prouver, je pense que c'est entre guillemets que DJ, truc, je sais pas, j'essaie de vous trouver des trucs, restaurateur. Non, je suis très bien là où je suis, restaurateur, médecin. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Merci Jimmy Mohamed. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours dans le Mac de la Santé, c'est à partir de lundi, 13h35 sur France 5, 8h45 c'est RTL, ça va beaucoup mieux. Et le week-end avec Flavie, chaque samedi et votre dernier. Évidemment, ça va beaucoup mieux. On consulte pour la rentrée, plein d'excellents conseils. Merci Jimmy. Merci Damien, on se retrouve dès lundi. Ah oui, lundi. Un comédien, Gilles Almac, qui sera avec nous sur ce plateau. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.